Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission Faux départ. Je suis ultra heureuse de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Pourquoi cette émission? Eh bien tout simplement parce que j'ai mis mon nez dans la médicalisation des naissances en 2021 puisque j'ai eu la chance de vivre une nouvelle grossesse avec Evie Victory qui est dans mes bras et qui est née. Et j'ai accouché il y a 8 ans de ma première fille. Et j'ai pu effectivement faire une sacrée différence entre mes deux expériences. Et cette nouvelle émission Faux départ va aller en profondeur. Elle s'adresse à vous, futurs parents, à vous, grands-parents, à toutes les personnes finalement, hommes ou femmes, peu importe l'âge, qui ont envie de comprendre finalement quels sont les dogmes aussi et extrêmement important, en quoi la civilisation va peut-être pas survivre à cette médicalisation, comme le dit très bien Michel Audin, que je remercie aussi via cette émission pour son très grand talent et son expérience. À plus de 90 ans, il a consacré sa vie à dénoncer effectivement ces médicalisations qui ont souvent entraîné des effets iatrogènes. J'en ai fait partie. Je fais partie de ces gens qui ont dit heureusement que j'étais à l'hôpital pour ma première fille parce que sinon on aurait pu avoir de graves problèmes. Et finalement, j'ai découvert en 2021 que les graves problèmes, eh bien, avaient été dus à des effets en cascade, le fameux effet toboggan dont on va parler dans cette émission, dû à la médicalisation de nos accouchements. Les hommes aussi, vous n'êtes pas en reste puisqu'on vous a appris l'impuissance dans les salles d'accouchement. Oui, maintenant, c'est normal que vous soyez là à côté de votre compagne pour ces naissances. Mais finalement, est-ce qu'on vous apprend à être le partenaire actif pendant ces moments-là ou est-ce qu'on vous apprend à être impuissant? Eh bien, ça a été aussi une découverte que nous avons faite avec Pascal sur toutes ces expériences-là. J'ai la grande chance aussi de vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, dans les 3 premiers épisodes, Julie Bonaparte, qui est notre marraine de l'émission, et sa fille aussi, Malika, qui viendra nous rejoindre, qui est psychothérapeute. Et voilà, cet accouchement que j'ai pu vivre à domicile, eh bien, je vous en parlerai en profondeur. Comment je me suis préparée, quelles ont été les formations que j'ai faites. Vous allez découvrir aussi des personnes exceptionnelles, des experts, des sages-femmes, des personnes qui font des formations que vous pourrez faire à distance. Qu'est-ce que j'ai lu, comment j'ai pu me mettre en condition. Vous savez que j'aime bien contrôler, comprendre. Et je vous partagerai évidemment tous ces moments-là que j'ai parcourus à travers ces mois de grossesse et les découvertes dingues que nous avons faites. Bienvenue dans Faux départ et j'espère que vous allez pouvoir récupérer votre force, votre pouvoir et votre puissance de parents, de mère, de père et de famille. Alors bonne découverte et partagez en masse cette nouvelle vidéo parce qu'elle concerne vraiment tous les âges et toutes les générations. Bon visionnage. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis je reviens en enfance et ça tombe bien parce que j'ai avec moi une immense pointure de tout ce qui touche autour de la natalité. Bienvenue Julie Bonaparte. Ah, sono molto contenta, je suis très heureuse d'être ici avec toi, Emma. Je prononce ton nom à l'italienne parce que je ne sais pas si ça arrive souvent, mais pour moi, Bonaparte, c'est tellement magnifique qu'on est obligé de le dire 25 fois quand on le découvre pour la première fois. Et je vais te laisser te présenter dans quelques secondes parce que tu le feras 1000 fois mieux que moi. En tout cas, je te remercie déjà pour ta confiance et cette nouvelle aventure qui nous attend, les amis.
des contenus, mais incroyables, que Julie va nous permettre de faire. C'est un projet qui a pris vie depuis quelques semaines et il se trouve que des fois l'univers, enfin tout le temps, vous le savez, hein, vous connaissez ma philosophie de vie, fait bien les choses et a mis Julie sur mon chemin. Et je cherchais des intervenants pour pouvoir développer la suite de mes recherches. Vous savez à quel point c'est important pour moi de reculer par rapport au tableau et de voir l'image dans son ensemble. On a beaucoup parlé d'ingénierie sociale sur emmacruzy.com. On a beaucoup parlé de l'histoire, de la façon dont l'humain se représente. On est un tournant de la civilisation. Et alors là, on peut pas faire mieux que d'interviewer et d'avoir avec nous comme chroniqueuse Julie. Parce que Julie, toi, ça fait des années et des années que tu formes les professionnels et les parents dans tout ce qui touche la natalité. Et on va aujourd'hui parler de l'accouchement en temps de Covid, pas que, mais on va commencer par ça. Et il y a une chose qui m'a marquée, c'est que en réfléchissant à ces façons d'accoucher, et pas que en temps de Covid, parce qu'on va parler vraiment de beaucoup de choses tout au long de nos épisodes, c'est que j'ai l'impression qu'on a appris aux hommes l'impuissance et on a appris aux femmes la dépendance. Alors, on reviendra sur ces deux concepts clés. Et Julie, comment on peut parler de toi? Tu es qui, Julie Bonaparte? Et pour les rares personnes qui ne connaissent pas, parce que je pense pour beaucoup de gens, le nom résonne à quelque part. Ça fait tellement longtemps que tu es là. On peut commencer avec mon nom, parce qu'en italien, mon nom veut dire bonne paix. Et c'est un peu ce qui m'a amené dans le domaine de la périnatalité. C'est que j'ai exercé comme médiateur familial pour le ministère de la Justice et j'ai négocié des divorces pendant plusieurs années. Et c'est dans le fait de négocier des divorces que je me suis rendu compte à quel point la naissance d'un enfant était un moment crucial dans la vie d'un couple. Alors, quand je questionnais les parents qui venaient pour se divorcer, ils me disaient souvent, je leur demandais, mais quelle est l'origine des conflits qui ont mené à votre séparation? Puis on arrivait presque systématiquement sur la naissance d'un enfant. Et donc, dans cette pratique-là, je demandais aux parents, au père par exemple, qu'est-ce que ça a impliqué d'avoir un enfant? Pourquoi ça t'a séparé? Pourquoi ça a créé cette division dans votre famille? Le père souvent me disait qu'une fois que la mère avait enfanté, elle était moins disponible sexuellement aussi, elle était moins affectueuse, il ne se sentait pas comme au centre de l'univers du couple, mais plutôt un élément de plus. Et quand je parlais à la femme, je lui disais, qu'est-ce qui s'est passé, toi, pour que tu cibles que ce soit la naissance de l'enfant? Elle me disait souvent, tu sais, j'ai beaucoup de responsabilités, tu sais, je travaille à l'extérieur du foyer, je travaille dans le foyer, je m'occupe de l'éducation de l'enfant, des soins de l'enfant, je m'occupe souvent de la finance dans la maison, je m'occupe de beaucoup de choses. Et si j'ai pas la possibilité de partager ces responsabilités-là avec mon partenaire, ben aussi bien être seule. Parce que de toute façon, lui, c'est comme quelqu'un qui ajoute encore des choses à ma propre tâche. Donc, nous, les femmes, on a toute notre liste, puis le sexe, ça vient à la fin. Puis si on n'a pas biffé les choses sur le début de la liste, comme faire le repas, donner le bain à l'enfant, etc., ben quand on arrive à la fin de la liste, on est fatigué, ça ne tente plus. Puis c'est un peu la réalité que les femmes me disaient. Alors, c'est vraiment le domaine de la médiation familiale qui m'a intéressée à aider les couples. Puis quand je me suis questionnée sur, bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais aider les couples? Manifestement, ça se passait dans la période autour de la naissance. Donc, comment je vais faire? Et si j'avais dit aux gens, ben venez, on va faire de la thérapie, parce qu'à la base, j'ai une formation en travail social, en sciences sociales. Donc, s'ils vont venir, on va faire de la relation d'aide ensemble pour renforcer votre couple. Ils m'auraient dit, mais pourquoi renforcer notre couple? On n'a pas de problème, nous autres, ça va bien. C'est pas avant, c'est après que ça commence à s'accentuer. Donc, tu sais, moi, je travaille beaucoup dans l'invisible. Je travaille avec les énergies qui sont plus subtiles. Et en 1988, je faisais un voyage d'1 an. J'étais partie avec mon partenaire. Et il m'est comme arrivé une vision. Je pensais être devenue enceinte dans ce voyage. Il m'est arrivé comme une vision de ce que moi, je voudrais savoir comme parent. Et j'ai vu
Donc, j'étais prof de yoga, j'avais fini ma certification avec le centre Shivananda, j'avais vécu plusieurs mois dans un ashram et j'avais déjà des formations universitaires, tout ça. Et là, j'ai vu le modèle qui porte encore mon nom, là, la méthode Bonaparte. Et dans ce modèle-là, j'ai vu dans ma contemplation un peu plusieurs éléments que je pensais qui devaient être présents dans une préparation pour enfanter. Et je suis devenue enceinte au Népal, puis je suis revenue au Québec. Et là, je me suis inscrite au cours de préparation. Et tu vois, tu sais, toutes les entrevues que tu fais avec Sylvain Laforêt sur la déprogrammation, il n'y a pas un domaine, je pense, où on a été le plus programmé que la naissance. Dans la programmation qu'on a, c'est exactement ce que tu dis, hein, l'impuissance chez l'homme et chez la femme, l'espèce de notion d'observance. Hein. Il faut observer, on dépend des autres. Les autres savent mieux que nous. Et ça a été très, très fortement programmé. Ce qui a été programmé, c'est la peur. Tu sais. La peur. Tu vas enfanter, ça va faire mal, premièrement. C'est écrit dans la Bible, hein, tu enfanteras dans la douleur. C'est aussi écrit que c'est dangereux. Et c'est tout le monde embarqué dans ce scénario-là. Mais moi, quand je suis devenue enceinte dans ce grand voyage-là, tu sais, moi, j'étais un esprit libre. Tu sais, j'ai toujours, tu sais, je fais de l'escalade, je fais du kite, des sports extrêmes, j'ai pas peur. Et quand j'ai vu ma contemplation, ce que j'ai vu, c'était moi qui enfantais là, au Maroc dans les tomates. Là, tu sais, mon père, il m'agaçait toujours avec ça, mais je savais que je savais enfanter. Quand je suis arrivée au Québec, ma sœur, qui est obstétricienne, elle m'a dit « Mais non, t'as rien compris, là. Un, c'est dangereux, tu pourrais faire mourir ton enfant, donc ça prend une échographie, donc ça prend des soins médicaux, donc ça prend tout ça. » Et, tu sais, moi, je me disais « Je vais transcender ça. » Mais je me suis rendu compte que, plus tard, que ça faisait partie de la programmation. Puis, j'ai vécu un enfantement en 1989 que je pourrais qualifier de ce qu'on appelle dans notre jargon la cascade des interventions médicales. Donc, tout j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, qui a presque entraîné une césarienne, qui a entraîné une détresse chez ma fille. Puis après, tu sais, tu passes une vie à récupérer puis à corriger ça. Hein? Donc, ma mission dans cette vie, c'est de déprogrammer. Un peu ta mission, ce que tu fais, c'est de prendre conscience qu'on a un potentiel extraordinaire, que l'humain est fait pour enfanter. Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. La médicalisation de la naissance, ça date même pas de 200 ans. Dans notre pays, ça date de 100 ans. Et on a survécu à moins 1000 dans le nord du Québec, où moi je viens. Il fait froid, les femmes autochtones ont donné naissance, ont survécu. Les femmes en Afrique survivent dans des températures qui sont vraiment très élevées, dans des conditions qui sont pas parfaites. Donc, on a ce qu'il faut. Fait qu'après avoir découvert par la naissance de ma fille, par la vision que j'ai eue, j'ai fait des travaux plus avancés au niveau de la maîtrise dans un laboratoire de recherche sur la douleur. Je me suis intéressée à la neurophysiologie de la douleur et surtout à toutes les approches non pharmacologiques, toutes les approches endogènes naturelles qu'on a dans notre corps pour se soulager. Les approches qui nous permettent d'enfanter dans le confort et la joie. Puis là, la déprogrammation a commencé à se faire. Et depuis ce temps-là, donc depuis plus de 30 ans, là, je déprogramme. Et maintenant, c'est ma fille qui prend la relève pour déprogrammer, parce que c'est vraiment ça. Les médecins, ils nous disent souvent, tu vois, je suis le premier auteur de la directive clinique de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, donc sur le soulagement de la douleur. Donc, c'est moi qui ai dirigé l'équipe et on a relevé toute la littérature scientifique pour donner les directives cliniques, les façons de faire dans les maternités. Et quand nous, on a soumis la directive, tu sais, il y a plusieurs instances à la Société des obstétriciens, les médecins nous disaient « Mais comment ça se fait que nous, on n'est pas au courant de ce que vous dites? Comment ça se fait que nous, on ne sait pas que donner du Synto, de l'ocytocine synthétique, va affecter
l'attachement, l'allaitement, va affecter les autres hormones. Pourquoi nous, on ne sait pas ça? Puis moi, je leur ai dit, ben, moi aussi, je me demande pourquoi vous ne le savez pas. Hein? Je ne trouve pas ça rassurant. Parce que vous nous dites, faites ce qu'on vous dit, puis vous me dites que vous autres, vous ne savez pas la base qui est le système hormonal qui protège l'humanité depuis que le monde est monde. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que depuis 30 ans, je reforme, je déprogramme et je reforme l'esprit critique chez les soignants, chez les parents, surtout chez les parents pour qu'ils développent leur pouvoir, puis chez les professionnels pour qu'ils redonnent, pour qu'ils laissent les gens faire des consentements libres et éclairés. Bien, alors maintenant, ceci étant posé, les amis, vous comprenez l'ampleur du chantier et vous comprenez en quoi c'est exaltant, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter du Québec aussi. Moi, j'adore faire des contenus. Des fois, maintenant, tu vois, Julie, à force d'échanger avec des Québécois, des fois, je réfléchis avec votre accent. J'adore. Ou comme on lit aussi, tu parlais de Sylvain, des fois son livre avec l'accent, mais c'est exaltant parce que toutes les générations sont concernées par ces contenus à venir. Pourquoi? Parce que il y a des centaines de milliers de naissances en France par année. Au Québec, je ne connais pas les chiffres. Dans le monde, toutes les secondes, des femmes et des hommes assistent à des naissances, et c'est vrai que c'est ce qui est à la base de notre civilisation, ces rituels, et comme tu le dis justement, ces programmations, parce que tu sais aussi que l'histoire et la façon de vivre de certaines tribus et de certains peuples sont aussi dans ce qui me plaît et ce qu'on échange avec Philippe Bobolin, puisqu'il est aussi anthropologue. Et puis, on découvre aussi que pour certaines civilisations, eh bien, c'est pas du tout perçu et vécu comme nous, on le vit. Avec notre mentalité et notre programmation. Alors, tu parles dans une de tes formations, vous avez d'ailleurs, les amis, j'en parlerai en fin de vidéo, mais vous pouvez tout de suite, si vous voulez aller voir les liens de cette vidéo, vous avez des formations pour professionnels, donc médecins, sages-femmes, etc., tout en ligne, maintenant, qui sont mises sur pied par Julie et sa fille, donc qui est docteur en psychologie, c'est ça, hein? Oui. Et puis aussi des préparations pour les parents. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ton approche, Julie, dans la préparation aux parents, tu parles aussi beaucoup d'études que tu relèves de cette plateforme Cochrane qui regroupe en fait ces études-là, et tu expliques, comme tu me disais la dernière fois aussi, comment comprendre les données, parce que on le voit même maintenant avec ce temps de crise, c'est qu'on sort des chiffres et personne en fait finalement n'a l'esprit aiguisé sur ces chiffres pour comprendre et mettre en perspective aussi des chiffres et par rapport à l'histoire, parce que en fait, on commence cette première vidéo. Moi, je suis dans mon 8e mois de grossesse, donc ça tombe bien parce que je teste tout ça. Et donc ma 2e grossesse, et je suis aussi passée par tout ce que nous allons évoquer dans le cas de mon premier accouchement. Et vous en découvrirez plus, les amis, au fur et à mesure des aventures. Et puis, en fait, on se dit, mais on ne nous enseigne pas ça à l'école non plus. Tiens, on ne nous enseigne pas à l'école l'histoire. Pourquoi il y avait tant de femmes qui mouraient en couche, pourquoi autant de bébés mouraient. Et puis maintenant, on nous sort des chiffres. Alors ça va être ta partie, Julie, dans les prochains mots qu'on va évoquer. Mais les amis, je pense que pour les personnes qui ont eu leurs enfants il y a très longtemps, ça va probablement résonner en vous. Moi, j'ai déjà pu échanger aussi avec des personnes dans mon entourage, et certaines pleurent en repensant à leur accouchement. Julie, je ne sais pas si tu as aussi noté ça dans ton entourage. Dès que les gens commencent à envisager une autre perception de la réalité de ce qu'ils ont vécu, moi, ça a été mon cas. Tu parlais des effets en cascade ou de l'induction des problèmes lors de l'accouchement, des effets iatrogènes. Est-ce que toi, tu as juste déjà noté ça aussi dans ton entourage, que les gens, ça les soulage de dire « Ah, mais en fait, j'étais pas fou. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. » En fait, le phénomène, il se produit à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des femmes qui enfantent elles-mêmes. Et donc,
Et justement, ce matin, je parlais avec quelqu'un, puis elle me disait, moi, j'ai toujours des doutes. Hein. Ce qui me vient en tête, c'est je doute de tout ce que les gens me disent tout le temps. C'est un peu fatigant. Comment je fais pour trouver la vérité? Mais la vérité, elle est en soi. Hein, ça c'est le grand secret que personne nous a enseigné. Que la vérité vient de l'intérieur. Puis comment tu fais pour sentir cette vérité-là? Tu la sens dans ton corps. Le corps ne trahit pas. Le mental, notre tête nous ment. Mais nous, on a été tellement programmés à l'école à éloigner ça. Tu sais, tu te fais mal, arrête de pleurer, t'as pas mal. Ben, il me semble que j'ai mal, il me semble que ça fait mal. Il me semble que, tu sais, si tu peux me valider dans ma peine, ça m'aiderait. Mais là, tu me dis, j'ai pas mal, mais il me semble que ça fait mal. Donc, ça crée une incohérence dans notre tête. Hein, puis, on a beaucoup d'incohérences comme ça qui nous éloignent de notre être, de qui nous sommes. Donc, moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est reviens à l'intérieur. Quand tu te trouves avec quelqu'un que tu aimes, tu le sens où? Ah, je sens que c'est chaud ici dans mon cœur, ça fait ouh. Ça, OK, ça, c'est ton signe à toi qui dit que c'est quelque chose de bien pour toi. Quand tu te retrouves avec quelqu'un, ça va pas, ta belle-mère, je sais pas quoi, ton voisin, que ça va pas. C'est où est-ce que tu sens ça? Tu le sens dans ton ventre, tu sens tes tripes qui se serrent. Chacun, on a notre propre signal. Hein? Donc, on va revenir là-dessus. Tu reviens sur ton signal. Les femmes, quand elles enfantent, et on n'est pas folle, hein? On est loin d'être folle. On est dans notre pleine puissance. Mais on s'est fait dire, ma fille, elle enseigne à des psychiatres qui lui disent, veux-tu bien me dire c'est quoi le problème que les femmes ont quand ils ont une césarienne d'urgence et qu'elles ont survécu et que leur bébé a survécu? Il est où le problème? Ils ont un enfant en santé et elles ont survécu. Il est où le problème? Comment se fait-il qu'ils ont un trauma? Puis tu te dis, vraiment, toi, tu es un psychiatre, puis tu me poses la question à moi. Pense-y 5 secondes. Tu penses-tu que c'était son plan numéro 1, elle, d'avoir une césarienne? Penses-tu que c'était son plan numéro 1? Non, hein? Puis peut-être qu'elle a eu peur. Puis peut-être qu'elle s'est sentie impuissante. Puis peut-être que c'est ça qui est à la source de son trauma, c'est l'impuissance. Quand on regarde, c'est quoi... qu'est-ce qui fait que les femmes sont satisfaites de leur naissance? Le premier facteur, c'est de se sentir importante et de participer aux décisions. Tu te dis, ah ouais, c'est un scoop ça, hein? Quoi? Les femmes veulent participer à leurs décisions? Ben oui, ils veulent participer. Et les professionnels n'aiment pas que les femmes participent. Ils n'aiment pas ça. Ma fille et moi, on donne un cours qui s'appelle le consentement libre et éclairé. Puis là, avec la COVID, hein, ça a été exacerbé. Là, on le voit mondial, mais nous, on le voit depuis des dizaines d'années. On voit ce phénomène-là. On voit qu'on ne donne pas les informations justes. On ne dit pas nous, on utilise le modèle BRAIN. Hein. BRAIN, en anglais, ça veut dire le cerveau. Utilise ton cerveau. C'est un acronyme. B, c'est si tu veux me proposer une intervention, dis-moi c'est quoi les bénéfices. Ça, ils vont toujours te le dire. Ah, je vais déclencher parce que je suis inquiet pour le bébé. Là, peut-être qu'il y aura du méconium, peut-être que, tu sais, il va pas bien. Donc, on va déclencher pour que le bébé naisse. OK, ça, c'est le bénéfice. Mais ils disent jamais le R. Le R, c'est quoi les risques? Ah, mais si je te déclenche, le risque numéro 1, c'est que ça marchera pas. Puis si ça marche pas, tu vas avoir une césarienne. Ensuite, c'est que ça va faire vraiment mal, un déclenchement, parce que le déclenchement, ça inhibe tes hormones naturelles. Puis si ça les inhibe, ça inhibe celles qui réduisent la douleur. Donc, tu vas en baver un coup, parce que tu n'as pas tes hormones naturelles qui ont pu embarquer. Fait qu'ils ne nomment pas les effets indésirables, hein, les risques. Il pourrait avoir une détresse fœtale, hein, puis beaucoup de femmes vivent ça. Le bébé, il ne tolère pas le synto. Les contractions sont trop continues, sont trop intenses. Le bébé ne réussit pas à récupérer entre les contractions. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a une détresse fœtale, ce qui va entraîner une césarienne. Alors, Julie, je fais une précision pour les personnes qui sont un peu quittées tout cet univers et qui savent pas ce qu'est le synto. Et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dans tous ces discours aussi d'effets iatrogènes ou de protocoles ou voilà, dès que les personnes s'intéressent un petit peu à ce qu'on leur fait. Tu parlais de consentement libre et éclairé, mais je rappelle aussi que vous êtes très nombreuses, les femmes, aussi à subir des interventions. Et on vous le dit même pas. Hein. Moi, j'ai découvert il y a quelques semaines que j'avais une épisiotomie pour mon premier accouchement. Je savais même pas. On m'a rien dit. Donc, bon, ça va même beaucoup plus loin.
Mais le syntose, c'est cette hormone de synthèse, l'ocytocine de synthèse. Et en fait, rares sont les personnes qui savent que dans les protocoles, alors je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, moi je parle depuis la Suisse, je me suis renseignée, eh bien, cette hormone est injectée de façon systématique dans un protocole dès que la tête de l'enfant sort du corps de la femme, donc il n'est même pas encore complètement sorti, pour prévenir l'hémorragie de la délivrance selon les protocoles. Donc déjà là, en fait, moi je ne savais même pas. Et combien de femmes reçoivent ces injections-là? Alors, on peut se dire, oui, alors c'est pas grave. C'est vrai qu'on va revenir sur toutes ces choses-là, Julie, parce que vous comprenez, les amis, pourquoi on va pas se contenter d'une seule capsule, parce que là, c'est un champ ouvert sur ces conceptions-là. Il faut vraiment que vous compreniez que Julie et moi, on va vraiment vous aider à prendre du recul, parce qu'on parle de programmation, là. Et les hommes, vous êtes concernés parce qu'on vous a appris à être impuissants. Exact. Alors, Julie, revenons à notre actualité Covid. Ça fait 1 an et demi qu'on en bave tous, et vous, au Québec, vous n'êtes pas épargnés. Tu me disais aussi, tout le monde se dénonce, etc. Comment toi, tu perçois déjà maintenant, après 1 an et demi, ce qui s'est passé? Est-ce que tu as envie de peut-être nous dire qu'est-ce qui s'est passé déjà dans les salles d'accouchement, ou qu'est-ce que tu as envie de nous partager là avec cette actualité? Peut-être que je répondrai à ta dernière question, parce que t'as mentionné quand les gens prennent conscience que ce qu'ils ont vécu n'était pas juste, ça crée des émotions fortes. Donc, moi, ce que je vous dirais, puis ce que je dis à tout le monde que nous, on déprogramme ou qu'on reforme, c'est soyez attentifs à ce que vous vivez et soyez gentils avec vous-même. OK? Parce que tu regardes, j'ai gâché mon accouchement, mon enfantement était pourri. Moi, je l'ai vécu aussi. Il faut se pardonner. Tu sais, on a le droit de se pardonner puis de dire, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'avais 26 ans quand j'ai enfanté. Je savais pas que je savais pas. Puis comme je savais pas que je savais pas, j'avais pas d'option. Quand tu connais pas tes options, t'en as pas d'option. Je savais pas que j'aurais pu dire à 37 semaines 3, non, vous allez pas me déclencher. Je savais pas ça. Je savais pas que j'étais souveraine de mon corps. Alors, je dois me pardonner moi. Puis dire, Julie, à 26 ans, tu savais ce que tu savais, tu as fait ton possible, tu as donné ton 100%, puis il y a toujours le temps de corriger. Donc, avec ma fille, on a reprogrammé sa naissance parce que tu vois, la façon dont on est va impacter aussi comment on va se développer. Puis, Mali et moi, on a fait la technique de libération émotionnelle, on va sûrement en parler. C'est le tapping de points énergétiques qui nous aide à rentrer dans un état un peu altéré, qui nous permet d'aller chercher des souvenirs. Puis, ma fille a revécu sa naissance. Puis, dans tout ce que moi, je pensais qui était traumatique, n'était pas traumatique pour elle. Et ce que j'ai pensé qui était pas traumatique pour elle, l'a été en réalité. Et donc, elle a senti à un certain point que la douleur pour moi était tellement forte parce que j'avais été déclenchée. Moi, j'ai quitté mon corps physique, là, littéralement, j'étais ailleurs. Je me rappelle très bien les images où j'étais, tout ça. Et elle s'est sentie seule à ce moment-là. Et puis, elle a dit, attends-moi, attends-moi. C'est ce qu'elle disait. Et ma fille, dans cette vie-ci, si elle ne m'a pas dit 1 million de fois, attends-moi. Je pense que c'est les 2 premiers mots qu'elle a appris. Tu sais, avant maman, c'était attends-moi. Puis là, on a réussi à remonter cette filière-là puis à comprendre que le « attends-moi », c'était « maman, t'es où? T'es où? » Et puis elle, tu vois, elle a retrouvé son pouvoir parce qu'elle a décodé cette histoire-là. Donc, c'est juste pour dire, on peut réparer. Même si c'était pourri, même si c'était gâché, on peut réparer. On peut toujours corriger. Oui, et je certifie que ta méthode de tapping que nous avons fait, moi j'ai eu la chance d'avoir Julie en coaching l'autre jour. Pendant 1h30, elle m'a fait taper des points sur mon visage, je racontais mon premier accouchement, c'était extraordinaire. Et j'ai dit à Julie, waouh, je suis passée d'un curseur de 10 sur 10 où je te parlais de vraiment cette sensation où je me sentais mal en repensant à ce souvenir qui m'a vraiment marqué au fer rouge. Et à la fin, je te dis, bah, tu vois, je me sens vraiment beaucoup plus sereine. Et je te dis, bah, je laisse 1 parce que j'ai quand même toujours ce doute-là. Et j'ai senti cet état de conscience altéré dont tu parles. Effectivement, c'est ultra intéressant parce que ça touche à la neurophysiologie. Donc, c'est passionnant.
Mais merci de rassurer les gens par rapport à ça, parce que c'est pas une fatalité. Merci Exact. de le rassurer, de le préciser. Exact. Ensuite, il y a le deuxième volet qui est les professionnels de la santé. Tu sais, Malika et moi, quand on enseigne, on mesure un peu l'efficacité de notre formation par le nombre de sages-femmes et de médecins qui vont pleurer. Puis, je te jure, on est presque à 100% de personnes qui pleurent dans nos formations parce qu'ils se disent « Mais j'ai tout fait mal! Mais je fais tout mal! Je fais vraiment tout mal! Mais je fais pourtant ce qu'on m'a appris. » Hein? Puis ce qu'on a appris, tu sais, j'enseignais dans le Maghreb au Maroc à un certain moment. Et après la formation du premier niveau, on fait un tour de table avec les sages-femmes qui sont là-bas, puis je leur dis, vous allez vous écrire un contrat personnel avec vous-même, hein, où vous allez vous engager d'ici la prochaine formation à changer des choses dans votre pratique. Alors, vous allez vous-même choisir des champs d'intervention où vous allez faire un changement. Et la première sage-femme qui partage en groupe, elle dit, je vais cesser de brutaliser les femmes. Je te jure, je savais pas s'il fallait que je pleure ou que je me réjouisse, mais me réjouir qu'elle ait pris conscience qu'elle brutalisait les femmes, et quelle tristesse de penser qu'elle brutalise les femmes. C'était une ancienne, elle avait peut-être 65 ans, ça faisait plusieurs années qu'elle intervenait et qu'elle brutalisait ces mots-là. C'est grave, c'est de la violence obstétricale. Donc, pour les professionnels aussi, une fois qu'on prend conscience qu'on a fait tout pourri, il n'est pas trop tard de corriger. On peut demander aussi à l'univers de présenter nos excuses à l'univers puis de dire, j'ai fait tout pourri, j'ai fait mon possible, mais c'était pas juste. Maintenant, je vais faire mieux. Et je pense que chacun de nous doit prendre conscience de l'importance de la naissance dans la transformation de la société. Parce que tu parles de la COVID, puis comment ça nous affecte, puis comment ça nous a affectés. Bien, le début de la programmation, elle commence intra-utérin, elle commence dans le corps de la mère. Le début de la programmation est déjà là. Il se fait déjà là. Et ça continue. Alors, si nous, on était l'état profond, les malveillants, appelez comme tu veux, là, si on n'avait pas à cœur le bien-être de l'humanité, puis qu'on voulait nuire à l'humanité, ce qu'on ferait, c'est qu'on interviendrait tout de suite dans le lien mère-enfant. Puis, le lien mère-enfant, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que une femme comme une lionne qui enfante veut juste le bien de son rejeton, hein, de son fœtus, de son enfant, de son lionceau. Hein, elle veut le bien, elle veut la survie. Donc, nous, on est les mieux équipés, on est celles qui avons le plus à cœur la survie de notre espèce. Puis, il y a le mâle. Le mâle, il veut que la femelle survive et que l'enfant survive. Parce que, d'un point de vue évolutionniste, le mâle, il veut que sa semence continue. Il veut que ses gènes continuent. C'est pourquoi, même en psychologie évolutionniste, quand les hommes trompent les femmes, on voit que les femmes pardonnent plus parce que les femmes, les femelles, historiquement, on a toujours voulu qu'il y ait quelqu'un pour protéger la cellule. Parce que nous, à l'enfantement et en postpartum, on est vulnérable. On ne peut pas aller chasser. On ne peut pas se défendre. Quand on est en train d'enfanter, on ne peut pas faire un combat. Donc, on a besoin du mâle. Et chez le mâle, au contraire, l'infidélité chez la femme est pas tolérée chez le mâle. Parce que le mâle ne peut pas penser qu'elle va être ensemencée par un autre mâle que lui. C'est toute la question évolutionniste. Hein? Dans la psychologie évolutionniste, on documente ça, puis on comprend, même chez nous, les femmes, aujourd'hui, nos comportements. Et c'est pour ça que, quand tu dis, les professionnels ont programmé les hommes pour qu'ils soient impuissants. Et nous, il faut déprogrammer nos partenaires, les déprogrammer. Puis moi, je leur dis, tu fais sortir le Cro-Magnon en toi. C'est le Cro-Magnon que je veux voir. Je veux pas voir le gentil. Je veux pas voir le gentil qui va dire, ah, ben écoute, le docteur a dit ça, la sage-femme a... Non, c'est tu mords. Moi, je dis aux hommes, regarde,
tu vois le ciseau sortir pour l'épisio, tu sautes dans les jambes de celui qui tient le ciseau, tu m'entends? On a 0 preuve scientifique sur l'épisiotomie. 0. Toutes les preuves qu'on a sur le fait de couper le périnée de la femme démontrent que ça crée un chemin pour augmenter la déchirure. Hein, tu sais, même on a parlé de comment toi, tu as découvert ton histoire. On pense que ça a déchiré, puis après, on coupe. C'est pas ça, hein? On coupe, ça ouvre le chemin, ça coupe les tissus, puis ça ouvre le chemin pour que ça déchire. Et quand moi, j'ai parlé aux médecins de ça, je leur disais, c'est quoi votre... Parce que dans les années 50, 60, oublie ça, là, il y avait 0 femme qui accouchait, qui enfantait sans épisiotomie. 100% d'épisiotomie. Encore aujourd'hui, dans le Maghreb, toutes les femmes qui enfantent pour la première fois ont une épisiotomie. Et on a 0 preuve. Même qu'aux États-Unis, des fois, ils font la coupure après la naissance. Puis tu dis, mais t'es fou! T'as pensé quoi? De couper la femme après l'enfantement. Elle n'a pas déchiré. C'est quoi? Oui, mais ici, on a des protocoles. Et il faut que toutes les femmes aient des épisiotomies. Waouh! Alors là, ça me scie ce que tu me dis. Alors là, ça prouve le degré de programmation et on est dans un dogme là aussi, hein. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que le rôle du partenaire, pour moi, c'est un rôle de Cro-Magnon. C'est un rôle de « tu défends ». Tu vas à tous les rendez-vous, tu ne laisses personne faire de la coercition avec ta partenaire. Tu es là en bouclier, tu es là en bouclier énergétique, en bouclier physique. Puis je vais vous dire, quand le partenaire est présent, ils sont pas mal plus polis. Ils sont pas mal plus polis avec les femmes. Parce que quand le partenaire, il dit, elle a dit non. Elle a dit non. Donc, quand elle dit non, ça veut dire non. Donc, c'est couché. C'est couché. Je suis souveraine de mon corps comme femme. Mon partenaire, je peux lui donner le mandat, la responsabilité de défendre et de représenter mes intérêts. Et c'est important qu'on le fasse. Parce que nous, pour enfanter, il faut qu'on soit dans la confiance et dans la sécurité. Tu sais, la Cro-Magnonne qui enfantait, elle pouvait pas enfanter si elle se sentait observée par un tigre. Parce que c'est impossible, quoi. Elle peut pas. Elle est vulnérable. Si le tigre attaque, elle peut pas courir là, si elle a des contractions. Donc, pour que la femme enfante, elle doit se sentir en sécurité. Tu vois, tu mets le doigt sur la moelle, l'essence de tout ce qui se passe. Moi, je vois tellement... comme tu le disais au début de ton parcours, tu étais dans la médiation au ministère de la Justice sur ces couples qui divorçaient et tu as tout de suite compris que en fait ce moment de vie-là que la majorité des couples vivent, il est crucial pour la suite de l'histoire. Parce quand on observe en temps de Covid, moi je me suis posé la question, mais comment c'est possible que autant de parents laisse faire ce qui se passe à l'école. On voit les petits, alors je sais pas chez vous au Québec, mais en France, dès l'âge de 6 ans, toute la journée avec le masque. Et en fait, c'est vrai, comme tu nous dis justement, cette impuissance acquise, elle est travaillée au début, mais de façon intensive et marquée au fer rouge, parce que ça s'inscrit après dans l'inconscient, alors c'est costaud, hein. Oui. Sur... eh bien, en fait, faites ce qu'on vous dit. On sait mieux que vous. Exact. Et c'est fou à quel point on peut presque assister à des choses qui sont symboliquement ultra choquantes, comme des femmes qui veulent pas qu'on les touche parce que ça leur fait mal ou certains gestes. Et puis le mari qui dit à sa femme, mais laisse-toi faire, chérie, c'est le médecin qui sait. Mm-hmm. C'est terrible. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie beaucoup dans ta démarche et ta méthode, c'est que tu replaces l'homme et la femme comme une équipe. Donc, on n'est pas dans un discours, c'est la femme qui sait et puis il n'y a que elle, ou c'est l'homme qui sait, il n'y a que lui. C'est vraiment l'esprit d'équipe. Et ça réconcilie tous les dégâts qui ont été faits aussi par beaucoup de féministes, hein, parce que ça, on n'en parle jamais assez, mais j'aime cette approche apaisée, en fait, du couple, avec chacun des choses à apporter, des choses à vivre. Et tu vois, Julie, moi, je sais pas, je pense que toi aussi, tu as reçu Qu'est-ce que tu répondais à des gens, par exemple, qui envoient des messages, comme nous avons reçu ici,
Emma et Pascal, je vous écris parce que ma femme va accoucher bientôt et l'hôpital veut absolument qu'elle mette un masque pour l'accouchement. Alors, c'est terrible. Qu'est-ce que toi, tu pourrais répondre à ces personnes-là, ou qu'est-ce que tu as répondu à ces gens-là? Ouais. Tu vois, la violence obstétricale est présente depuis au moins 50 ans, depuis qu'on accouche dans les maternités, qu'on enfante dans les maternités. Ça s'est accentué avec la COVID. Ça s'est accentué, ça s'est détérioré. Les droits qu'on a acquis ont disparu pendant la COVID. Des absurdités comme, là, tu vas enfanter couché sur le dos. Tu dis, écoute, il y a juste, d'un point de vue scientifique, hein, les études nous ont démontré qu'il y a juste une position pourrie. Juste une. C'est celle couchée sur le dos. Juste une. Parce qu'elle empêche le retour veineux. Hein, la circulation sanguine ne se fait pas bien parce que tout le poids repose sur la veine cave, une veine qu'il y a dans sur la partie arrière, sur le dos. Quand la femme est couchée, elle compresse ce retour veineux, donc le cœur est moins bien approvisionné. Donc, ça veut dire qu'on met en difficulté le bébé. Il y a juste une position pourrie. Il y en a juste une. Et là, encore, dans le temps normal, on a de la difficulté à faire accepter aux professionnels qu'on va enfanter comme on a envie. Donc, si j'ai envie d'être à genoux, d'être sur une jambe, d'être sur le côté, d'être debout, que c'est moi qui décide parce que c'est moi qui sens ce que j'ai besoin de faire pour enfanter. Alors, on a eu beaucoup de mal à faire accepter ça. Et du coup, COVID, là, toutes les femmes allongées. Tu dis, mais c'est quoi la logique? Quoi? Tu penses que tu n'attraperas pas le COVID parce que tu es assis? Oui, mais c'est... Puis souvent, les médecins vont nous dire, oui, mais c'est plus confortable pour moi. Mais j'en ai rien à cirer de ton confort. En ce moment, c'est moi qui enfante. Donc, toi, tu t'ajustes, toi, tu t'adaptes, toi, tu vas te tourner. Mais en période de COVID, même dans les maternités où on avait acquis que les femmes pouvaient enfanter dans la position de leur choix, on les oblige à s'allonger sur le dos. Donc, pour moi, c'est encore une guerre de pouvoir. C'est encore une façon de dire coucher, coucher. C'est moi qui décide et moi, j'ai décidé que tu vas être couché. C'est tout. Tu la fermes et tu mets ton masque. Et, 100% des preuves scientifiques nous démontrent que le port du masque a plus d'effets délétères, plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Dans une période d'enfantement, s'il y a une chose que tu as vraiment besoin, c'est le prana, c'est l'énergie, c'est l'air, c'est l'oxygène. Et on te prive de l'oxygène et on te muselle en plus. C'est donc pour la femme et pour le bébé, on est d'accord, pour les deux. Absolument, absolument. C'est totalement inacceptable. Jamais dans 100 ans que j'accepterais ça. Jamais. Avec toutes des lettres majuscules. Alors, je leur dirais, t'as peur pour qui, là? Pour toi ou pour moi? Si tu as peur pour toi, mets ton blouson, ton plastique, ton masque, mets tout ce que tu veux, des gants, viens habiller en habit d'astronaute, fais ce que tu veux. Mais moi, je vais enfanter en femme libre. Et il n'est pas question que je m'étende et il n'est pas question que je mette un masque. Point final non négociable. Moi, ça serait comme ça. Et moi, je voudrais que mon partenaire me défende là-dedans. Mais tu sais, là, on commence sur comment on va manifester. Il y a 12 000 affaires qu'il faut négocier comme ça. Il y en a 12 000 dans une naissance à l'hôpital. Fait qu'il y a, non, tu ne vas pas me déclencher. Non, tu ne vas pas m'examiner à toutes les heures. Non, tu ne vas pas mettre un monitoring fœtal. Non, je ne vais pas m'allonger sur le dos. Tu sais, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Fait que là, on rajoute sur la liste, non, je ne vais pas mettre un masque. Puis non, je ne vais pas enfanter sur le dos. Fait que ça devient extrêmement difficile à gérer parce que nous, quand on enfante, il faut être en état d'ouverture. Il faut laisser aller. Il faut être en confiance. Et si on est dans un état combatif, on n'est pas capable d'être zen dans nos hormones zen. On produit des hormones de stress. Les hormones de stress inhibent les hormones qui créent les contractions. Donc, c'est des systèmes qui sont antagonistes. Ils travaillent un contre l'autre. Si la femme est stressée, elle ne contracte pas. Alors, Julie, je voulais te demander, tu parles des hormones, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait un attachement qui se passe dans cette triangulation de la mère, de l'enfant, le père? Comment ça fonctionne pour les gens qui découvrent tout ça? Parce qu'on parle finalement d'une programmation ou d'un lien qui aurait pu être détruit justement et qui amène
au fait que, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si nos enfants ne nous appartenaient plus. On détruit le noyau de la famille. L'enfant est devenu, au fil de cette subversion, si on peut le dire comme ça, la propriété de l'État. Exact. Alors, je vais un petit peu loin dans les propos. Ça m'appartient, je précise. C'est pas les propos de Julie, ce sont les miens. Mais pour parler de cet instant, le premier là, tu parles d'hormones. Qu'est-ce qui est nécessaire et en quoi, finalement, cette hypermédicalisation, tu parlais d'hormones de synthèse, est-ce que ça peut créer des problèmes par rapport à ça? Absolument. Tu vois, moi, je fais partie d'une équipe de chercheurs. Où on a publié une grande étude sur 36 000 femmes où on a regardé qu'est-ce qui soulage les femmes et qu'est-ce qui fait que les femmes enfantent bien. Et on a démontré qu'on peut réduire de 60% le taux de césarienne si la femme se sent en confiance. OK? Donc, si la femme se sent bien et se sent en sécurité, on va réduire de 60% le taux de césarienne, on réduit toutes les autres interventions, on améliore l'attachement mère-enfant, on améliore l'allaitement, etc. Donc, tout est une question de confiance, que la femme se sente en confiance. Alors, quand tu parles de c'est quoi l'environnement propice pour la production des hormones, c'est un environnement qui va créer la confiance chez la femme. Donc, n'importe quoi qui va semer le doute dans l'esprit de la femme, qui va, par exemple, un examen, j'aime pas ce que je vois, ça va créer un stress, OK? Que n'importe qui rentre dans la pièce, la femme est à moitié nue, il y a des étrangers qui rentrent, qui la dérangent, ça va nuire aux hormones. Alors, qu'est-ce qui va favoriser les hormones? Nous, on compare souvent l'enfantement comme l'acte sexuel, comme l'art de faire l'amour. Pense à tout ce que tu as besoin quand tu fais l'amour, puis c'est la même chose que tu as besoin pour bien enfanter. Donc, quand tu fais l'amour, tu ne veux pas qu'il y ait des gros spots puis beaucoup de lumière. Tu sais, on aime ça, une lumière tamisée. Tu aimes ça quand ça sent bon, pas quand ça sent des produits de nettoyage ou des désinfectants. Tu aimes quand ça sent bon. Tu aimes quand c'est discret, pas quand il y a du monde qui peuvent rentrer dans ta chambre n'importe quand, ils peuvent te déranger. Tu veux quand même avoir un espace privé. T'aimes pouvoir suivre ton corps. Ton corps te dit, j'ai envie de me lever, de me mettre sur le côté, de faire telle chose. T'aimes suivre ce que ton corps te dit. C'est pareil pour enfanter. Tu dois aller avec ton rythme, avec ce que ton corps te dit. T'aimes à ce qu'on te demande la permission. Tu sais? Est-ce que tu es à l'aise que je fasse ça avec toi? Quand on fait l'amour, tu sais, on n'aime pas qu'il faut se taire. Tu sais, au Maroc, quand je travaille avec les sages-femmes ou en Algérie, puis je leur dis, et les femmes, ils vous consultent, pourquoi exactement? Écoute, la quantité de femmes qui souffrent de vaginisme, tu sais, c'est le vagin là, qui ne s'ouvre pas. Mais il y en a plein. Est-ce que ça se peut qu'en Algérie, les femmes aient toutes des vagins trop serrés? Mais non. Le vagin parle. Il est en train de te dire, « Hey, je ne suis pas d'accord, je proteste. » Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas le droit de décider quand, ils n'ont pas le droit de décider souvent avec qui, ils n'ont pas le droit de décider quelle position, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. Fait que le vagin, il fait, moi, ça ne m'intéresse pas, je débarque. Et je me ferme, je verrouille. Donc, tu ne pourras pas pénétrer, tu ne pourras même pas rentrer parce que je suis en grève, quoi. Alors, c'est pour ça que pour enfanter, c'est la même chose. Le col va s'ouvrir quand on se sent en sécurité, quand on sent qu'on est respecté, qu'on est aimé. Mais tu sais, que n'importe qui rentre dans la chambre puis mette ses doigts dans ton vagin, tu fais comme, ouais, je me sens un peu... Puis le mâle, tu sais, à quelque part, le mâle, il fait comme... Il devrait réagir en disant, non, là, tu sais, j'aime pas tant ça, là. C'est correct. C'est correct. Parce que on a besoin de l'énergie mâle, qui est l'énergie combative, plus la testostérone. Et nous, l'énergie d'ouverture, qui est l'ocytocine, l'amour, le don de soi, le lâcher prise, tu vois. Alors, pour te dire, les hormones en milieu hospitalier, il faut être très, très brave pour réussir à les produire. Il faut savoir comment protéger cet environnement-là. C'est faisable, mais c'est extrêmement pas facile. D'où l'importance maintenant, ce qu'on voit, on voit les mouvements d'enfantement ailleurs qu'à l'hôpital qui refont surface.
Puis la première chose que j'ai envie de dire là-dessus, enfanter à la maison est plus sécuritaire qu'enfanter à l'hôpital. On a les preuves scientifiques de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gestes qui se passent à l'hôpital qui sont nuisibles que les femmes, depuis que le monde est monde, ont toujours enfanté dans leur milieu. Donc, c'est pour ça que, en réaction à la COVID, ce qu'on voit maintenant, c'est des femmes qui enfantent à la maison, soit avec un professionnel comme une sage-femme qui fait du domicile ou qui enfantent seule. Alors, c'est vrai que ça fera l'objet d'un épisode à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû tomber de leur chaise parce que, pareil, ça fait partie des croyances qu'on a tous, hein, en fait, faut être fou pour ne pas profiter du progrès. Je reprends des mots que j'ai entendus, hein. On n'est plus des animaux ou que grâce aux hôpitaux, il y a moins de morts, par exemple, il y a moins de bébés qui meurent, il y a moins de mamans qui meurent. Est-ce que tu peux juste préciser le fait que, ou confirmer le fait que toi, tu as justement toutes ces études et que tu nous les présenteras ou tu nous en parleras? Absolument. Puis tu sais, les États-Unis, c'est le pays au monde qui dépense le plus pour la naissance, hein? C'est eux autres qui investissent le plus dans la naissance. Et quand on regarde le niveau de sécurité, il devrait être le pays où il y a le moins de mortalité maternelle et de moins de mortalité infantile. Ils sont, je sais pas, classés au 20e rang, 30e rang, ils sont loin derrière. Puis quand on regarde les pays qui performent le plus, ce ne sont pas les pays qui médicalisent les naissances. Donc, il faut revoir, tu sais, la programmation, elle sert à qui? Puis moi, je suis entièrement de ton avis tout à l'heure quand tu disais, dans un système où la relation parent-enfant est très forte, nous, on monte au front pour nos enfants, on les protège, on est prêt à donner notre vie pour nos enfants, on ne tolérerait pas qu'ils soient dans des écoles où ils doivent porter le masque toute la journée, apprendre la soumission, se coucher et dire oui à l'autorité. On ne devrait pas faire ça. Mais si nous, pendant notre grossesse, on s'est fait dire, toi, tu connais rien là-dedans, je vais te dire quoi manger, je vais te dire quoi faire, quand pas le faire, comment, je vais te dire comment enfanter, je vais te dire quand pousser, parce que toi, tu ne sauras pas hein, comment pousser, puis quand pousser, on pourra faire un épisode sur la poussée à elle toute seule, qui n'est pas une poussée, mais tu sais, qui est comme quelque chose on pense qu'il faut dire à la femme quoi faire. Comme si, tu vois, moi, quand je fais des congrès d'obstétriciens, je leur dis, OK, on va faire quelque chose. Là, vous allez faire votre selle devant tout le monde, hein, parce que c'est ça que vous demandez aux femmes, d'enfanter devant tout le monde. On va vous mettre sur une table, qui n'est pas physiologique, essaye de faire une selle sur ta table, hein, c'est impossible. Et on va vous dire quand. Ouais, mais j'ai pas envie de faire une selle. C'est pas grave, je vais t'expliquer comment. Je vais te dire quand inspirer, puis quand pousser. Y a-tu quelqu'un qui est capable de faire ça en public, puis se faire diriger, puis que tu sois pas dans l'intimité? C'est impossible. Ben, c'est ça qu'on demande aux femmes. Puis quand elles réussissent pas à le faire, on leur dit, c'est de valeur, hein, t'es mal faite. Donc, on peut traiter ça. Tu sais, on va te donner des antidépresseurs parce que tu vas pas bien en postpartum, parce que tu trouves que ça a été un peu gâché, ton expérience. Fait que c'est un peu notre réalité. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut se déprogrammer. Puis on peut se déprogrammer. Puis mon travail à moi, puis je pense que c'est ce que tu fais aussi, c'est d'enseigner aux gens qu'il y a une façon de reconnecter avec le wild, hein, avec le sauvage en nous, qui n'est pas sauvage, là, qui est le naturel, on va dire, avec notre vraie essence. Puis la clé numéro 1, c'est on s'écoute. On n'écoute pas notre mental, notre tête, mais on écoute en dedans qu'est-ce que ça dit. Puis comme des fois, il y a des femmes, là, il y a la vaccination hein, pour le traitement. Les femmes, ils m'appellent puis ils me disent, toi, t'en penses quoi? Puis moi, je leur dis, toi, t'en penses quoi? Toi, tu sens quoi? Je sais pas, je suis pas confortable. Ben, bravo. Suis ton instinct. Suis ton intuition. Si tu penses que c'est pas une bonne idée, moi aussi, je pense que c'est pas une bonne idée. Tu sais, moi, je peux te valider là-dedans. Mais d'abord, suis ce qu'on te dit, pas ce qu'ils disent à la radio, hein. Nous, de la propagande dans la radio, là, c'est fou, là. On reçoit ça, là, en boucle. Ça continue en boucle. Puis là, ça va être le 3e, puis après, tu sais, le prochain, puis ça finit plus. Donc,
Ils ont c'est Oui, trop, c'est vrai. Merci de mettre le doigt là-dessus. C'est le principe de précaution qui vaut en médecine est devenu un gros mot en 2021. C'est réservé aux fous, mais on voit ça, l'inversion des valeurs, ça fait partie de la subversion. Julie, on arrive à la fin de notre premier épisode, mais j'aimerais te demander une chose. Tu parles de bonnes nouvelles, merci d'anticiper. Tu sais instinctivement qu'on finit toujours par quelque chose de positif quand même, histoire que tout le monde n'ait pas envie de se jeter d'un pont à la fin. Parce que quand on réalise qu'on a peut-être été trompé, c'est vrai que c'est très dur. Et puis, merci d'avoir effectivement confirmé que rien n'est irréversible. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont envie déjà de faire un premier pas? Ils vont forcément se demander, mais par quoi on commence si on a envie de découvrir, de comprendre. Alors, je rappelle que pour ceux qui sont vraiment maintenant dans le vif du sujet, vous pouvez aller tout de suite dans la description de cette vidéo, vous avez les liens des formations, donc que ce soit professionnel, sage-femme, médecin, obstétricien, peu importe. Là, vous avez vraiment des grosses formations ultra poussées que vous pouvez suivre à distance, donc vous avez les liens, ou les parents dans les accompagnements et les préparations à la naissance. Mais quel est le premier pas à faire selon toi? Est-ce qu'il y a, je sais pas, ça peut être des lectures, des choses à voir? Qu'est-ce que tu conseilles déjà? Donc, si on entend un enfant, il faut s'entourer de gens qui croient en notre projet. Donc, trouvez un professionnel qui croit au projet. Si votre professionnel ne vous écoute pas, ne prend pas le temps de connaître votre projet, ne vous appuie pas dans votre projet, vous larguez le professionnel, vous le larguez. C'est lui qui va vous aider à devenir autonome, souveraine. Donc, je vous dirais, cherchez cette personne-là. Il existe dans plusieurs pays des systèmes alternatifs, ils sont difficiles à trouver parfois, mais il faut trouver des personnes qui vont nous soutenir dans notre projet. Je dirais, là, la première, la base, c'est ça. Parce que la programmation, elle se fait de manière continue à chaque fois qu'on va voir le professionnel. Donc là, si vous voulez faire autrement, si vous ne voulez pas déclencher votre travail puis que vous êtes avec un obstétricien, vous êtes avec une pente montante comme ça. Vous allez toujours être obligé de faire face et ils vont vous faire peur, c'est clair. La stratégie de la peur, là, règne. Hein? Donc, il faut trouver sa tribu, un clan, des gens qui comprennent la réalité ou qui ont envie de comprendre la réalité comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, Julie. En tout cas, on te remercie du temps que tu prends pour cette nouvelle aventure. Est-ce que, selon toi, il y a encore des choses à ajouter avant qu'on se dise au revoir sur cette première épisode? Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour une première. Les amis, partagez cette vidéo en masse, ça va être vraiment capital. Le doigt est mis sur le cœur du problème et ça fait très longtemps que ça dure. Les couples, peut-être que vous allez aussi voir certaines problématiques sur un nouvel angle. En tout cas, j'espère vraiment que ça va apaiser beaucoup de choses et mettre surtout des mots sur des mystères de mal-être. Et tu as parlé d'antidépresseurs. On va venir sur plein de sujets, les amis. Restez connectés et surtout, partagez ces contenus. Merci pour ce moment, Julie. À bientôt. À bientôt.